Monseigneur André 23, vous avez devant vous Jean-Claude Amezen. Bonsoir Monsieur Amezen. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en immunologie, chercheur à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, et vous êtes membre du Comité consultatif national d'éthique. Alors on va parler de la recherche, jusqu'où peut-elle aller. Un point quand même pour démarrer, vous n'êtes pas forcément l'un et l'autre toujours en opposition systématique, parce qu'on va parler évidemment de ce qui vous oppose, mais quand même il y a des points sur lesquels vous vous retrouvez. J'espère, oui. Oui, vous espérez, monsieur Amezen. Je crois quand on regarde par exemple la réflexion du Comité consultatif national d'éthique depuis 28 ans maintenant, mais aussi des autres comités d'éthique dans les pays européens, sur toute une série de points, la réflexion éthique, en particulier dans le domaine de l'éthique biomédicale qui est élaborée par l'Église et par d'autres familles spirituelles, rejoint énormément de préoccupations. L'insertion, l'inclusion des personnes en situation de handicap, l'accompagnement des personnes âgées, la lutte contre l'inégalité d'accès aux soins, la lutte contre la pauvreté, la souffrance dans le monde. Enfin, je veux dire, il y a toute une série de points qui concernent le respect de la personne, qui concernent la réciprocité, l'équité, je crois qu'ils sont en résonance profonde. Oui, tout à fait. Mais je crois que une des contestations formelles qu'on pourrait formuler de notre côté, de notre point de vue, c'est quand même que dans le fonctionnement de notre société, l'organisation que nous avons, ces comités aujourd'hui, tels qu'ils sont en fait livrés ou proposés à des professionnels. Alors, la spécificité, je crois, du Comité consultatif national d'éthique, qui est le premier comité qui a été créé, premier comité consultatif d'éthique créé au monde, maintenant la quasi-totalité des pays en ont un, c'est justement, et je crois que c'est une caractéristique de la réflexion éthique depuis 60 ans, qu'elle soit dans le domaine de la médecine, de la recherche, c'est qu'elle ne comporte, il y a 40 membres, il y a une minorité de médecins et de chercheurs en biologie, une majorité de personnes dont la formation, la culture est haute, juridique, philosophique, anthropologique, sociologique. Et vous le savez peut-être parce que c'est une des rares particularités du Comité consultatif national d'éthique, c'est qu'il comporte 4 membres qui sont désignés par les grandes familles spirituelles, donc familles catholiques, protestantes, juives et musulmanes. Alors, et ça fait, ça fait que la réflexion, ce qui est intéressant, elle ne se fait pas à côté de la réflexion des familles spirituelles, elle se fait en écoutant ces voix et en prenant compte. Je dirais que dans une conception, je dirais vraiment puisqu'on en discute beaucoup aujourd'hui, voilà, de laïcité très ouverte. C'est-à-dire que chaque voix, au fond, a sa place dans une réflexion qui se construit. D'autant plus que sur un certain nombre d'avis qui ont été donnés au cours de ces années, il est arrivé un certain nombre de fois qu'on publie l'avis minoritaire en disant, voilà, il y a, je ne sais plus la dernière fois, il y avait 40 personnes, il y avait je ne sais combien de membres qui ont dit, nous ne pouvons pas signer, et qui ont été publiés comme... entre guillemets, résistants. Alors, attendez, parce que le temps passe plus vite qu'on l'imagine. Mais je sais une caractéristique importante, je crois, de la construction de la réflexion collective, c'est que chacun sait, lorsqu'il participe à la réflexion collective, qu'au dernier moment, s'il ne partage pas l'orientation finale, une orientation alternative pourra être proposée de manière complémentaire. Alors, je vous propose d'arriver quand même, après ce consensus, sur le mode de fonctionnement en tout cas, d'en arriver à ce qui vous différencie, la recherche sur l'embryon. Tout d'abord, moi je voudrais savoir, vous, en tant que médecin, pourquoi vous voulez une recherche sur l'embryon? Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter? Alors d'abord, d'une manière plus générale, je crois, ce qui nous différencie parfois, c'est dans les avancées de la biologie et leurs utilisations en médecine, un certain nombre de points très précis. Et je crois que la question de l'embryon se place dans la question d'avancée plus large, c'est la dissociation entre la sexualité et la procréation, et entre la procréation et la sexualité. La contraception, qui permettait de ne pas avoir d'enfants quand on ne veut pas, et l'assistance médicale à la procréation, donc qui consiste en une fécondation in vitro et une création d'embryons in vitro pour des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais là, la question de la recherche sur les embryons, ça n'a rien à voir avec ça. Alors si je peux juste continuer, le comité consultatif a été créé en 1983 à la suite
je dirais, de la surprise, de l'étonnement, des interrogations qui sont nées de la naissance d'Amandine par fécondation in vitro. Et alors, donc, longtemps avant que la question de la recherche ne se pose, ça a été la question de la création et de la congélation d'embryons dans le cadre de la procréation. Monseigneur 23 vous répond. Non, mais la question de la recherche sur les cellules embryonnaires est une question sur laquelle, personnellement, je souhaiterais avoir un éclairage que je n'ai jamais eu jusqu'à présent, c'est d'avoir, depuis le temps que ces recherches ont commencé, quels sont les essais animaux qui ont donné des résultats, quels sont les fruits. Parce qu'on chaque fois qu'il y a une période sensible, comme en ce moment la révision des lois de bioéthique, il y a un laboratoire qui publie providentiellement, le jour même où ça se débat au Sénat, une spectaculaire opération qui est réalisée depuis 6 mois, mais dont on n'avait pas parlé, et qu'on avait gardée soigneusement au frigidaire pour l'occasion. Bon, et on nous dit, voilà, l'avenir d'Alzheimer, c'est ça. Bon. Et puis, d'un autre côté, on me dit, il y a des laboratoires qui ont engagé des recherches sur les cellules adultes, et qui aboutissent à des résultats. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, si je peux poser la question telle que nous l'avons posée, et en particulier dans notre dernier avis, elle est pas de cet ordre. C'est-à-dire je pense qu'une recherche ne se justifie jamais par les résultats qu'elle pense obtenir. Il faut le dire. François Jacob disait qu'on mesure l'importance d'une découverte au degré de surprise qu'elle provoque. Donc nous ne posons pas la question du tout comme ça. C'est-à-dire on ne fait pas... La question n'est pas de faire une recherche parce qu'elle serait importante dans ses résultats. C'est l'argument qu'on nous donne. C'est pas l'argument du comité consultatif national. Je ne mets pas... Ce que nous disons, c'est que dans des conditions où la société française et le législateur considèrent comme inévitable et autorise la destruction d'un embryon, par exemple lors d'un diagnostic préimplantatoire où on recherche une maladie génétique et où ce qu'on décide, c'est que si on la trouve, on n'implantera pas l'embryon, on détruit l'embryon, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et la question est-ce qu'à partir du moment où on détruit l'embryon, si on considère qu'on peut le détruire, est-ce que ne pas faire de recherche est quelque chose qui est moralement valable? Parce que vous posez la décision morale avant. Mais la décision morale, elle n'est pas seulement avant, pour vous peut-être, mais pour ce qu'on lit dans les journaux et pour ce que médiatisent les laboratoires, les équipes de recherche, c'est pas ça. Mais est-ce que vous accepteriez que cette décision morale porte sur la décision de détruire ou pas l'embryon? Précisément, c'est ça la décision morale. C'est ça la décision morale. Et c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. À partir du moment où l'embryon est détruit. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il est détruit? Pourquoi est-ce qu'il est détruit? Mais c'est là qu'il y a, je dirais, une divergence dans certaines approches. Bien sûr, mais vous placez la destruction dans le cadre d'une décision thérapeutique, maintenant, enfin entre guillemets, d'une décision médicale, mais on sait très bien que la voie dans laquelle on est engagé, c'est rendez-nous disponibles des cellules embryonnaires pour qu'on vous guérisse d'Alzheimer. C'est ça qu'on nous raconte. Ça, c'est un débat totalement différent. Oui, mais c'est à celui-là que les braves gens sont confrontés. Quand on leur dit, est-ce que vous voulez à tout prix qu'on préserve la vie des embryons? Mais pas du tout, puisque ça va guérir ma grand-mère d'Alzheimer. Laissez-les prendre des embryons. Donc ce que nous disons, c'est qu'à partir du moment où on considère que ces embryons n'ont pas d'autre destin possible que d'être détruits... C'est une décision morale qui a été prise. Et que dans ce cas, la recherche n'est pas un mal, mais peut être un bien. Maintenant, la question, alors pour reprendre ce que vous dites, la question, par exemple, l'autorisation en Angleterre de créer des embryons à visée de recherche et pose un problème en termes éthiques totalement différent. Par exemple, de même que la question, qui est quand même déjà ancienne maintenant en France, de fabriquer des embryons surnuméraires qui ne sont pas requis. Alors, il y a beaucoup de pays qui font des procréations médicalement assistées sans embryons surnuméraires. Alors pour des raisons éthiques ne voulant pas détruire les embryons, mais vous savez que la raison de la création des embryons surnuméraires qui dépasse celle de la recherche sur l'embryon, elle est une question d'éthique médicale. C'est-à-dire que pour faire une fécondation in vitro, il faut une hyperstimulation hormonale qui peut présenter certains dangers. Donc, c'est un compromis entre, je dirais, éviter la souffrance de la future mère et prendre le risque inhérent, si on congèle des embryons, qu'il est possible que si le couple se sépare ou que les personnes décèdent ou changent d'avis, ces embryons seront détruits. Je voudrais vous demander une précision, parce que
Est-ce que pour vous, le problème, c'est la recherche sur l'embryon? Je voudrais bien préciser ma question. C'est-à-dire que jamais de recherche sur l'embryon, quelles que soient les circonstances, ou bien est-ce que pour vous, le problème, c'est la création de l'embryon? Pourquoi crée-t-on des embryons? Pourquoi décide-t-on de les détruire? Et non pas la recherche en elle-même. Voilà, je voudrais vous... Mon problème, ça n'est pas la recherche. C'est la destruction. Tout à fait. C'est autre chose. Tout à fait. Si on peut très bien imaginer de faire des... Enfin, imaginer, moi je serais incapable, mais on peut imaginer de faire des recherches sur un embryon sans le détruire. De même qu'on fait des recherches sur des êtres humains sans les tuer. Bon. Et donc, ça c'est pas un problème. La recherche n'est pas un problème. Au contraire, c'est une chance pour l'humanité. La question, c'est à quel prix? Jusqu'à quel point, pour reprendre une formule que je trouve très belle et très suggestive d'Axel Kahn, puisque le projet est généreux, ça absout la manière de faire. Puisqu'on va vers un don thérapeutique, on peut faire. Non, la question, c'est la destruction des embryons. C'est ce point-là qui est sensible. Tout à fait. Et donc, la question aussi de la fabrication. Savoir qu'on a aujourd'hui en France l'équivalent d'une ville comme Avignon en embryon surnuméraire congelé. Qu'est-ce que ça va devenir? Monsieur Amezen. Oui. Depuis plus de 25 ans. Oui, oui, bah oui. Mais je crois que l'exemple le plus simple pour moi, je dirais celui qui est à la base, hein, c'est le diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire lorsque la destruction de l'embryon, à tort ou à raison, et là il peut y avoir des vues divergentes, est considérée comme inévitable, dans ce cadre-là, la recherche ne me semble pas poser de problématique. Maintenant, savoir quand on peut considérer qu'il est licite ou pas de détruire un embryon, c'est ça la question éthique. C'est ça la question et je pense qu'elle a été... Quelle sera la solution? Et je pense que là encore, lorsque pour des raisons d'éthique médicale, que ça soit le diagnostic préimplantatoire dans une famille dans laquelle il y a des maladies transmissibles héréditaires très lourdes et dans lesquelles les parents souhaitent, s'ils le demandent, ne pas être condamnés, j'allais dire de génération en génération, à mettre au monde des enfants qui en souffrent. La question de savoir si on accepte ou pas le diagnostic préimplantatoire est une question en soi, mais à partir du moment où on l'accepte, la destruction des embryons atteints sera inévitable. Et dans ce contexte-là, la recherche ne me semble pas poser de problème éthique. La méthodologie de la destruction. Ce qui m'a toujours gêné dans la manière dont une partie de la société française et le législateur a posé la question, c'est qu'il me semble y avoir une confusion entre la recherche sur l'embryon, l'interdiction de la recherche et la question de la destruction, qui est la question éthique fondamentale. Là, tout à l'heure, vous avez été très clair, monseigneur, on n'avait pas dit la recherche est condamnée, au contraire, vous avez dit c'est la destruction qui pose problème. Oui. Est-ce qu'il y a un processus qui pourrait garantir, selon votre opinion, la légitimité de la destruction de l'embryon? Mais je ne vois pas pourquoi on pourrait légitimement détruire l'embryon. Si on est devant une option qui est une option métaphysique, c'est-à-dire qui considère que l'être vivant qui a été engendré par l'homme et par la femme n'est pas simplement un ensemble de cellules disponibles, mais que c'est quelqu'un qui est en devenir, qui est en potentialité, qui est tout ce qu'on voudra, mais que c'est pas simplement un amas de cellules, comme on dit. Bon. Si on est devant cette option, il n'y a pas de destruction possible. Oui. Alors, même si le diagnostic signifie que cet embryon va devenir un enfant condamné à une vie végétative. J'ose pas dire heureusement que tous les diagnostics ne se réalisent pas. Parce qu'on pourrait aussi compter les enfants qui ont été passés par profits et pertes, alors qu'en fait, ils n'étaient pas porteurs. Alors je pense, c'est une question très vaste, hein, on peut la séparer. Je pense que le degré d'accompagnement, d'acceptation, et nous sommes par rapport à d'autres pays européens et dans le monde, nous sommes relativement et assez fort en retard, et en particulier pour ce qui concerne un certain nombre de handicaps et de maladies. Je crois que le degré d'accompagnement et d'inclusion des personnes en situation de handicap, évidemment, n'est pas indifférent dans la manière dont des parents considèrent ce que sera la vie de leur enfant, plus la société abandonne à leur souffrance des enfants qui présentent des handicaps lourds, et plus pour les parents, c'est une angoisse d'avoir à transmettre une souffrance qui a été vécue dans la famille. Donc je crois que toutes ces questions sont liées et sont indépendantes, je dirais, de la question
de la question de la recherche. Si on prend simplement quelque chose d'aussi relativement peu dramatique que la trisomie 21, je veux dire qu'il y a des handicaps psychomoteurs beaucoup plus graves. Vraiment. Si on prend la question de la trisomie 21, nous avons aujourd'hui plus de 90% des diagnostics préimplantatoires qui aboutissent à un avortement. Prénataux qui aboutissent à un avortement. Bon. Ça veut dire, on peut comprendre tout ça, très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le gars qui est trisomique 21 et qui lit ça dans le journal? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis à la fois d'accord et pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que éviter, accompagner la souffrance du mieux possible, je veux dire, ne signifie pas ne pas vouloir éventuellement l'éviter. Non, mais on envoie des messages. On envoie des messages. On ne peut pas à la fois, comme société, envoyer le message qu'on veut l'intégration, l'accueil à parité des personnes handicapées dans la société, et dans le même discours dire on va faire la chasse aux handicapés. Je suis d'accord avec vous. C'est quand même pas possible. D'autant plus que la trisomie 21, qui est un retard mental, est le seul diagnostic systématique pendant la grossesse. Et nous avons fait un avis sur la situation des enfants et des adultes atteints d'autisme en France, en remarquant que par rapport à beaucoup de pays, par exemple, l'intégration scolaire, l'intégration de la société, était extraordinairement déficitaire. Donc il est évident que tant qu'il n'y a pas une place à part entière pour la personne handicapée, le choix, c'est-à-dire, si vous voulez, il faut... Comment on va arriver à la conclusion? Je voudrais vous poser une question. Entre deux situations qui peuvent être violentes. Voilà. La situation qui consiste à abandonner ceux qui sont nés à leurs parents ou seuls, et la violence qui consiste à ne pas permettre à des parents de choisir en fonction de la souffrance Monseigneur, qui risque de leur arriver. Sur ce point, moi j'ai une chose très simple à dire. Si nous voulons éviter que des parents soient mis en situation de choisir la mort alors qu'ils ont voulu la vie, ça suppose que notre société investisse massivement, non pas dans les diagnostics pour éviter que les enfants handicapés naissent, mais dans les recherches pour soigner et accompagner les personnes handicapées. Les millions d'euros qu'on va mettre dans un diagnostic prénatal, on les mettrait dans la recherche pour lutter contre la trisomie, ce serait autrement rentable. C'est vrai. Et puis il y a un changement culturel. L'accompagnement, c'est en plus un changement culturel. Je suis obligé de vous arrêter parce qu'on arrive à la conclusion. Si je ne m'abuse, et si j'ai bien compris ce débat qui est passionnant et qui touche à des domaines extrêmement sensibles, et il est bien difficile de départager parfois les deux avis. Simplement, si j'ai bien compris, votre différence se situe non pas sur la recherche elle-même, mais sur la légitimité qu'il y a ou qu'il n'y a pas à détruire l'embryon, en fait. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien ça la conclusion. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Amezen. Merci, monsieur. Voilà, vous m'avez apporté un livre. Là, je pense que Monseigneur 23 n'y verra pas d'inconvénient. Les couleurs de l'oubli. Il s'agit de porter assistance et aide aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, parce qu'on a découvert que lorsqu'elles se mettent à peindre, elles retrouvent en même temps une sorte de cheminement de l'esprit. C'est bien ça? Tout à fait. Monsieur Amezen, voilà, c'est votre livre, Les couleurs de l'oubli. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Dans un instant, Monseigneur, on continue cette émission avec une autre séquence. Qui êtes-vous? Eh bien, on va voir qui vous êtes, mais auparavant, une petite interruption.